Je fais confiance au nouveau sérum de nuit Rétinol avec probiotiques de Marseille. Une manière simple de prendre vos probiotiques quotidiens. Une touche probiotique qui contribue à les... Bon allez, hein, dégagez, allez. On comprend rien aux histoires de probiotiques, souches microbiotiques, la machin chose là. Laissez plutôt le micro-monde s'en charger. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve sur ce nouveau format qui va se baser sur des notions reliées aux micro-organismes comme je l'avais mentionné dans la vidéo de présentation. Et pour ce premier épisode, aujourd'hui on va parler, comme je l'ai mentionné juste avant, des probiotiques. C'est parti, démarrons cette vidéo. Bon, si vous voulez, cette histoire de probiotiques remonte à très longtemps, puisque la production de certains produits fermentés se faisait déjà avant, mais les personnes qui les faisaient n'avaient pas conscience que des bactéries se trouvaient à l'intérieur. C'est pour cela que tout commence vraiment en 1907, où un zoologiste russe du nom d'Ilya Eli Mechnikov a observé que chez certaines populations, dont les Bulgares, que leur longévité était très grande. Et que cette longévité était due à leurs habitudes alimentaires que notre très cher russe avait tant étudié. Celle-ci passait par la consommation des boissons fermentées comme le kéfir ou encore le lait caillé. Et après ces observations, il a carrément qualifié ces boissons comme pouvant prolonger la vie. On dirait vraiment qu'il était en pleine admiration devant ces boissons divines et je le comprends. Puis après cela vient l'élaboration de preuves encore plus concrètes sur les bienfaits que certaines bactéries peuvent avoir, notamment les lactobacillus et les bifidobacterium qu'on retrouve dans certains produits fermentés ou encore chez nous de base. Ensuite, on en vient à une année très importante, 1953, où le terme probiotique est introduit pour la première fois par un Allemand, Werner Kollath. Et il définit ainsi les probiotiques comme étant, je cite, des substances actives essentielles au bon développement de la vie. Alors, il n'a pas tort, hein, mais on a quand même vu mieux comme définition. Bon, par contre, vous voyez cette chronologie là, il manque pas mal de choses, hein, parce que pour passer de 1953 jusqu'à 2001, il y a eu pas mal de chercheurs qui ont remanié leur définition à leur sauce et qui ont découvert plein de bactéries bénéfiques. C'est pour vous dire hein, qu'après avoir donné le terme et la définition de probiotiques, il y a eu une explosion de publications sur les probiotiques, hein. Oh là là, et ça continue encore aujourd'hui. On n'est pas loin des fameuses trends TikTok débiles que tout le monde imite sans cesse, ou encore même de mêmes viraux qui ont explosé internet. Entre chercheurs, il y a du copiage et du recopiage à donf, enfin, vous n'avez même pas idée, hein. Et pour vous citer certaines définitions qui ont déjà existé, on a par exemple des substances sécrétées par un organisme qui stimulent la croissance d'un autre, en 1965 par Lilly et Stilwell, ou encore un complément alimentaire microbien vivant qui affecte de manière bénéfique l'animal hôte en améliorant son équilibre microbien intestinal, par Fuller en 1989 et plein d'autres. Il y avait du potentiel dans ces définitions, mais il manquait la petite cerise sur le gâteau si vous voyez ce que je veux dire. C'est finalement en 2001 où la FAO et l'OMS ont créé une définition universelle qui est, je cite, des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte. Et là, on est bon. Et ça ne s'arrête pas là, et très loin de là, car après la définition, il y a eu d'autres choses comme la création de la classification des probiotiques. Maintenant, enquêtons sur qui sont ces probiotiques. Bon, entre les bactéries, les champignons microscopiques, les virus, les protozoaires, dans les probiotiques, on retrouve seulement les bactéries ou encore les champignons microscopiques qui sont ici des levures dans notre cas. Désolé, hein, très cher virus et très cher protozoaire, hein. Vous ne serez pas sur la lumière des projecteurs sur cette vidéo. Maintenant, révélons qui sont ces fameuses bactéries probiotiques qui prennent soin de nous. Et pour vous l'avouer, il y en a plus qu'on le croit. Il y a tout d'abord les The Famous, qui méritent très clairement un prix Nobel de la paix du corps humain. J'ai nommé les Bifidobacterium et les Lactobacillus, avec leurs multiples, voire infinies, espèces probiotiques. S'ensuit aussi d'autres bactéries qui méritent quand même des éloges, comme les Clostridium, les Enterococcus, les Streptococcus, les Escherichia et bien d'autres. Même si cela concerne qu'un seul type d'espèce précisément. Maintenant, concernant les levures, il n'y en a pas beaucoup, mais les plus connues sont des levures du genre Saccharomyces, Pichia, Aspergillus ou encore Clueveromyces. Mais, de nos jours, il y a énormément de tests qui sont faits sur des levures à potentiel probiotique, ce qui peut quand même présager quelque chose de bon. C'est bien beau tout ça, les bactéries et les levures probiotiques, mais où est-ce qu'on peut les trouver ?
Tout ce petit monde que je viens de vous décrire, eh bien, il est présent dans des produits issus de la fermentation. Et dans les produits fermentés, eh bien, on peut retrouver des boissons telles que le kéfir, le lait, le kombucha, la bière ou encore le vin. Mais on peut les retrouver aussi dans de la nourriture, comme de la choucroute, du kimchi, du tempeh, du fromage et plein d'autres. Cependant, il faut faire gaffe à deux choses. La première, c'est que lorsque je parle de produits fermentés, et notamment le fromage, je ne parle pas de certains fromages qui sont vendus dans certaines grandes surfaces, car le lait de ces fromages ont subi des traitements thermiques dans la pasteurisation qui éliminent les bactéries au cours de sa production. Je parle de fromage au lait cru, n'ayant subi ni traitement ni transformation, car lors de leur production, la composition en bactéries n'aura pas grandement changé. La deuxième chose, c'est qu'il y a un marketing très conséquent autour des probiotiques. Les marques vont énormément jouer sur le fait que les probiotiques sont bénéfiques pour nous. Actimel de Danone, aidons nos défenses naturelles. Les effets d'Actimel sont testés scientifiquement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines marques qui vont faire passer leurs produits comme étant composés de probiotiques, ce qui n'est pas faux. Mais il s'avère qu'après certaines analyses, certaines observations, eh ben, ce n'est pas sûr à 100% que ces fameux produits commercialisés auront un effet bénéfique dans notre corps. Cela est prouvé par des laboratoires spécialisés dans la sécurité alimentaire, comme Cytec Research SA, qui, avec le rapport ici présent, montre qu'après des analyses, eh bien, 99% des bactéries meurent à cause des sucs gastriques. Ouais, hein, c'est aussi efficace qu'un produit d'entretien, hein, cette merde. Hein. Après, faut l'avouer que ces résultats ont été obtenus avec des expériences où les conditions de digestion mises en place étaient assez proches des nôtres. Mais cela n'exclut pas le fait que les probiotiques présents dans ces produits soient inefficaces. Puisque pour qu'un produit possède vraiment des probiotiques, il faut un nombre de bactéries extrêmement élevé, c'est-à-dire entre 1 et 100 millions, avant ingestion et après ingestion et digestion. Ce serait quand même mieux qu'il reste des bactéries, pour que je puisse vous parler la prochaine partie, les bienfaits. Eh ouais, il faut rappeler quand même que dans la définition divine universelle des probiotiques, il y a le mot bienfait. Et vient la question, quels bienfaits ont les probiotiques? Ça fait beaucoup là, non? Il y en a beaucoup trop. Mais je vais quand même vous en expliquer quelques-uns pour ne pas vous laisser en plan et dans le mystère. Par exemple, il y a l'effet antimicrobien, où certains probiotiques vont éliminer les bactéries et les levures pathogènes en produisant des composés bioactifs ou encore en faisant de la compétition de nutriments. Alors quand je parle de compétition de nutriments, c'est le fait que les probiotiques vont monopoliser les nutriments, ce qui va empêcher la croissance des pathogènes. Un autre effet intéressant est celui d'antidépresseurs. Pour vous la faire court, il y a des probiotiques qui vont agir indirectement en augmentant le taux de neurotransmetteurs reliés à l'humeur, comme celui de la dopamine ou encore de la sérotonine. Eh vous, les dépressifs, fini de prendre des antidépresseurs, faites du sport, mangez des probiotiques et votre dépression partira plus vite qu'elle n'est venue. Mangez et dépensez-vous, voici les solutions. Ensuite, on a aussi l'effet anti-obésité. Oui, les personnes ayant un IMC à plus de 30, vous m'avez bien entendu, il existe des probiotiques ayant un effet sur l'IMC, le poids corporel, mais surtout le plus important, la restauration de la perméabilité intestinale qui est extrêmement importante pour la santé de notre intestin. Donc vous, les obèses, je vous vois venir, Il ne suffit pas que de consommer des probiotiques, Il faut aussi que ça suive derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Run. Puis enfin, comme dernier exemple, il y a aussi celui d'antidiabétique. Mais cela s'applique que pour le diabète de type 2. Si, là où la résistance à l'insuline elle augmente et son efficacité diminue là. Eh ouais, faut croire que les probiotiques sont des sortes de miracles. Et dans cet effet antidiabétique, les probiotiques vont agir sur énormément de choses. On a par exemple la modulation de la sensibilité à l'insuline où celle-ci va diminuer. On a aussi la réduction de la glycémie à jeun, du cholestérol, des lipides, aussi d'hémoglobine glyquée et j'en passe et j'en passe. Puis les autres bienfaits, c'est cadeau, Concentrons-nous maintenant sur une des parties les plus passionnantes, pas du tout, la régulation. Alors, avant d'entrer dans ce bourbier qu'est la régulation, il faut savoir tout d'abord que les probiotiques possèdent aussi leur part d'ombre, une sorte de background un peu sombre. Puisque les probiotiques aussi peuvent provoquer des désagréments. Et il y en a un paquet. C'est pour cela que le terme dans la définition des probiotiques administrés en quantité adéquate prend tout son sens. Puisqu'un probiotique, c'est un peu comme un antibiotique. Dans le sens où si on en prend trop ou pas assez, ça peut se retourner contre nous. Surtout quand on en prend trop.
Il ne faut donc surtout pas abuser sur la prise de probiotiques, surtout sous forme de médicaments. Mais pas de panique, car même si les probiotiques peuvent nous causer du souci, il faut quand même savoir tout d'abord qu'une bactérie probiotique n'est pas qualifiée de probiotique comme ça en un claquement de doigts. Imaginez juste, c'est un peu comme une boîte de nuit. Si tu pues, que t'es moche, tu vas foutre la merde dans la boîte de nuit, ou encore, tu vas nuire à la réputation de la boîte, t'es pas la bienvenue, hein. A l'inverse, t'es la bienvenue. En gros, plus sérieusement, pour qu'un micro-organisme soit qualifié comme étant un probiotique, il faut qu'il respecte certains critères. Dans ces critères, on retrouve par exemple la résistance à l'acidité gastrique, aux enzymes salivaires ou aux sels biliaires, une adhésion aux cellules épithéliales intestinales, une activité antimicrobienne, une stimulation du système immunitaire, et bien d'autres. Et juste pour vous montrer, voici l'évaluation d'un probiotique. Je sais, c'est très long. Et là, on n'est qu'à la partie immergée de l'iceberg. Parce que voici maintenant le protocole complet pour l'évaluation d'un probiotique à usage alimentaire. C'est vrai qu'avec ça, on est un peu sur une boîte de nuit en plus vénère. Et après avoir passé toutes les séries de tests, l'évaluation, la bactérie peut se voir attribuer le statut de QPS. Ce statut QPS a été introduit par l'EFSA en 2007 qui rassemble toutes les bactéries et toutes les levures et d'autres micro-organismes ne suscitant pas de problème avec la sécurité alimentaire et cela sous la forme d'une liste. Puis au fil des années, ils peuvent ou non rajouter des souches probiotiques mais cela c'est selon les résultats des évaluations et des tests. Mais toutes les démarches que je viens de vous décrire ne sont malheureusement pas actives dans tous les pays. Terminons maintenant cette vidéo avec la petite note en douceur, les applications. Ah, la partie bonus, qu'on aime tous bien sûr. Non. Bah quoi? Mais si, allez, ça va être rapide, restons un petit peu. Premièrement, comme j'ai sous-entendu juste avant, les probiotiques sont utilisés dans l'industrie alimentaire, mais aussi dans celui du pharmaceutique, dans le domaine des compléments alimentaires. Et outre ces applications, il y a aussi le domaine des cosmétiques, où les bactéries probiotiques peuvent briller, et notamment dans une très large gamme de produits, comme les déodorants, les crèmes, les masques, ou encore les baumes. Voilà mesdames et messieurs bien sûr, vous savez maintenant que dans certains de vos produits cosmétiques, il y a des bactéries. Et me remercie surtout pas. Et dire que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a des bactéries encore plus dangereuses dans nos cosmétiques. Et en plus qu'ils étaient utilisés comme armes biologiques. Attends, t'as coupé? Coupe! Attends, coupe! Et voilà, c'en est fini de cette première vidéo sous le nouveau format. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche des notifications et aussi à partager la vidéo à votre entourage. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao!